il y a juste eu 2 votes de barrage. Non, mais il y a une élection. 2 votes de barrage. Il y a une élection. Il y a eu 2 votes. Ce que vous dites, ce sont des propos il y a eu une élection. qui portent à l'acte démocratique. D'accord. Alors, il y a eu 2 élections, mais qui se sont manifestées, qui se sont traduites par 2 votes de barrage, parce que les circonstances étaient exceptionnelles. Quelles que soient les circonstances, il y a eu un gagnant et un perdant. J'en terminerai par là. J'en terminerai par là. Oui, tout simplement. Pour comprendre la situation, on essaie de caler des raisonnements rationnels sur situation irrationnelle. Tout ce que vous venez de dire est rationnel. Hein. Bah alors, ok, je vous rassure. Sauf que c'est totalement occulté dans les analyses que j'entends d'ici et là. Et moi, les meilleurs porte-parole et les meilleurs analystes de la situation dans laquelle on est, ce sont les amis d'Emmanuel Macron. Prenez ce que disait. Il faut conclure. Oui, prenez ce que disait Nicolas Sarkozy avant que Emmanuel Macron soit élu. Prenez ce que disait Gérald Darmanin avant que Emmanuel Macron soit élu. Prenez ce que disait Bruno Le Maire avant que Emmanuel Macron soit élu. Donc tous les amis d'Emmanuel Macron disaient que forcément ça finirait en catastrophe parce que Emmanuel Macron, psychologiquement, n'est pas fait pour le costume de président de la République. Il ne disait pas psychologiquement. Le problème, c'est qu'on a cru se débarrasser, parce que je prends le mot débarrasser, péjoratif, Macron a cru se débarrasser de la confrontation droite-gauche. Oui, alors que la confrontation droite-gauche fait partie du débat démocratique. Mais 8 ans plus tard, ça ressemble à un bluff. Quand même. Et maintenant, ça ressemble à un bluff sans doute. Et en plus, comme la France n'a pas l'habitude de la coopération parlementaire, ça pose un autre problème. Autre sujet dans cette édition, le chaos politique en France. Un nouveau gouvernement a été annoncé par l'Élysée le dimanche 5 octobre dernier et 14 heures plus tard, le Premier ministre, le plus éphémère, il faut dire, de la Ve République, il aura occupé son poste pendant seulement 27 jours. Le Premier ministre, donc Sébastien Lecornu, remettait sa démission au président, des circonstances inédites venues compliquer un peu plus encore la situation de crise en cours dans le pays depuis près d'1 an. Un épisode de plus, le plus ahurissant peut-être, et certainement, de la crise politique que connaît le pays depuis 1 an. Alors, Maître Jean-Paul Benoît, vous vous souvenez, il y a 3 semaines ici, ce plateau, nous nous interrogions sur les chances de Sébastien Lecornu de former un gouvernement. Évidemment, la suite de l'histoire a été plus incroyable qu'on ne l'aurait imaginé. Alors, j'allais vous demander comment vous qualifiez aujourd'hui la situation. Est-ce qu'on a affaire aujourd'hui à une simple crise politique, à une crise de régime ou à une crise d'État? C'est un peu les trois. C'est à la fois une crise politique parce qu'on n'arrive pas à trouver une majorité au sein de l'Assemblée nationale. C'est aussi, je le dirais, une crise de régime parce que le fonctionnement normal des institutions est perturbé. Et c'est une crise globale parce qu'il y a un rejet profond dans la population à l'égard du président de la République qui a 14% d'opinion favorable. Alors un sondage n'est pas un vote, mais c'est une indication. Ça fait 5 ans qu'il a 14%. Non, pas tout à fait. Donc il y a un malaise général. Et je pense qu'on passe d'une pratique de la Constitution de la Ve République à une autre pratique. Quand la Constitution de la Ve République a été créée, on a Debré et De Gaulle voulaient ce qu'on appelle un parlementarisme rationalisé. C'est-à-dire que le Parlement jouait son rôle, et article 20 de la Constitution, le gouvernement définit et met en œuvre la politique du pays, l'article 20. Et le général de Gaulle, et ensuite François Mitterrand, Pompidou a eu une période beaucoup plus courte, donc je n'en parle pas, fixait l'essentiel et n'intervenait pas dans le fonctionnement constant des ministères. Je n'ai jamais entendu le général de Gaulle prendre la parole à la place du ministre des Sports, ou alors le ministre de la Culture, c'était Malraux, mais c'était un duo épique, c'était d'une autre nature que Madame Rachida Dati, par exemple, qui découvre les bienfaits de la culture depuis qu'elle est au ministère. C'était après avec Mitterrand. Mitterrand aussi fixait les grandes orientations et n'intervenait pas dans le débat quotidien
de la gouvernance. Mais ça, c'est un style de gouvernement, un style de présidence. Mais ce n'est pas une fatalité pour la Constitution de la Ve République. C'était d'une certaine manière respecter la Constitution de la Ve République. Le président fixe les grandes orientations et le gouvernement gouverne. Mais ce n'est pas le cas du président Macron, vous Ça voulez n'est dire. pas le cas du président Macron. Je ne parle pas de Sarkozy, Hollande. On ne peut pas faire l'historique complet. D'accord. Macron... Donc ce n'est pas la faute à la Constitution. Non, ça n'est pas la faute à la Constitution. C'est une façon d'utiliser les institutions de la Ve République. Et Macron était à la fois le président et le ministre tous azimuts. Et il intervenait sur tous les dossiers dans une logorrhée verbale permanente. Alors que, comme dans toute situation, ce qui fait le prix des choses, c'est leur rareté. La parole présidentielle doit être rare et s'exprimer dans des moments importants en disant voilà ce que je fixe pour le pays. Et dans l'esprit du général de Gaulle et de Mitterrand, la Constitution, le président était un arbitre. Mais à partir du moment où on est dans le quotidien, on n'est plus un arbitre. Donc on est dans cette situation et on ne peut pas dire que le bilan des deux quinquennats, parce que ça fait quasiment 8 ans que Macron est au pouvoir, il y a un effondrement financier, il y a un effondrement de l'investissement et du tissu industriel, il y a un effondrement social parce que le nombre des classes les plus défavorisées a augmenté. Et il y a une espèce d'effondrement dans la gestion de l'État, avec des prélèvements obligatoires qui sont les plus importants de toute l'OCDE, et un mauvais fonctionnement des services publics. Donc Macron, dans une espèce de contemplation de lui-même au sommet de l'État, a apporté, a créé et a accentué les difficultés qui sont inhérentes à tout pouvoir. C'est une chronique du chaos que vous faites là. Je fais une chronique du chaos, effectivement, parce que ça ne serait pas sérieux, ça serait un vaudeville. On nomme un Premier ministre qui, pendant 26 jours, ne dit rien. Il forme un gouvernement et 834 minutes après, ce gouvernement démissionne. Et maintenant, on se dit, mais il a démissionné, mais on va charger M. Lecornu de trouver une solution. Il a 48 heures. Hier soir, il dit j'ai trouvé une solution, mais c'est le président qui va décider. Il n'a rien dit hier soir. Il n'a rien dit avec une forme d'élégance, d'ailleurs. Mais c'était parlé pour ne rien dire. Donc, moi, je ne sais pas comment les choses vont se terminer. Maintenant, on me dit qu'on va peut-être renommer M. Lecornu. On cite le nom de M. Borloo. Chaque fois qu'il y a une crise politique, on dit que M. Borloo va devenir Premier ministre. Donc, en tout cas, au moment où les téléspectateurs vont regarder cette émission, le président de Macron aura certainement désigné un Premier ministre, puisque nous enregistrons cette émission le jeudi de cette semaine. Oui, théoriquement, il doit être désigné avant demain soir, mais en général, quand il dit le vendredi... Quand vous dites demain, c'est vendredi. Donc. Il a dit mercredi, vendredi ou dimanche. Ou dimanche. C'est un peu le loto. Voilà, parce que... Non, parce que là, Alfred, il s'occupe de la panthéonisation de Badinter, et donc... Voilà. Alfred, donc Maître Jean-Paul Benoît disait qu'on assistait à une combinaison de crise de régime, crise politique et crise d'État. Alors, on entend beaucoup dire que Emmanuel Macron serait donc l'artisan du chaos. Est-ce que vous partagez cette opinion? Est-ce que vous pensez que c'est exagéré ou pas? Je pense que c'est exagéré, mais je commencerai par dire du chaos peut naître l'ordre et l'harmonie. Ah, ça, c'est un bon début. Là, j'ai une petite Exactement. larme. Vraiment donc, pour le coup, Alfred va réussir à me faire pleurer. Attends, je veux dire quand même, je n'ai pas dit que Macron était... Il a osé. Je n'ai pas dit que Macron était l'organisateur du chaos. Il n'a pas voulu le chaos. Je dis que son comportement a abouti à... Non, je disais qu'au sein de l'opinion, on entend dire que Emmanuel Macron était l'artisan du chaos. Oui, donc, j'ai demandé à Alfred s'il confirmait cela, s'il le pensait aussi ou pas. Alors, je ne partage pas cette opinion. Ça me rappelle un peu le mythe d'Édipe. C'est-à-dire que dans la cité, en fait, il devient le bouc... Macron est le bouc émissaire parfait, le pharmacone, que tout le monde accuse d'être responsable de ce qui arrive. Certes, il est quand même président. Certes, il est président. Il est président de la... Ça, on n'en est pas sûr. Il est l'auteur de la dissolution. Certes, oui, on est d'accord. Qui entraîne les effets que nous commentons aujourd'hui. Oui, il est l'auteur de cette dissolution et de la situation présente. Et du non-respect aussi, d'ailleurs, des résultats de l'élection il y a un an. Tout cela s'entend, Francis. Tout cela s'entend. Simplement,
Mais tu as besoin d'un machin dans les oreilles. Simplement, il se passe aussi que le Parlement a le pouvoir, puisqu'il y a une tripartition au sein de l'Assemblée. Depuis quand 10 ans. D'accord. Il a un pouvoir, le Parlement. Il y a cette tripartition qui existe, et où le président s'est retiré pour dire trouver des compromis. On a parlé tout à l'heure, on a dit ils n'arrivent pas à trouver les compromis. Et d'ailleurs, les Français sont très sensibles à cela. Quand on a vu tous les sondages d'opinion, enfin les micro-trottoirs qui ont circulé, la chose qu'ils disent, mais ils sont irresponsables, ils sont incapables de s'entendre, on n'en peut plus. Ça, c'est une première observation. Okay. La deuxième, c'est que ce qu'on ne signale pas, au fond... ma question quand même. Oui, mais ce que j'ai dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Je dis, pour qu'il y ait le chaos, il n'y a pas qu'une seule personne. Ah bon? Il y a les partis politiques, il y a l'opinion, mais c'est ce qui est justement le chaos. Non. Chacun a sa part de responsabilité. Enfin, vous ne pouvez pas dire... Vous avez peut-être raison, parce que Sébastien Lecornu disait d'ailleurs, cette semaine, il disait les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue. Alors, voilà. Ce qui explique d'ailleurs sa difficulté. Il a découvert le militantisme politique. Alors, non, il l'a toujours été. Mais non, il l'a découvert. Plus raisonnable. Et donc, je dis ceci, il y a un autre problème dont on ne tient pas compte. Mais Jean-Paul a commencé à évoquer justement la Ve République, De Gaulle, Mitterrand, etc. La différence entre cette période-là et aujourd'hui, c'est qu'on était dans le septennat. Donc il n'y avait pas de coïncidence entre le mandat du président de la République et le Parlement. Or, quand on a fait coïncider le mandat du président et le mandat des parlementaires, c'était le début de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ah bon? Ce qui fait que, pourquoi dans le septennat, le président fixait le cadre? Parce que il était au-dessus. Pourquoi il était au-dessus? Parce qu'il avait 7 ans et le Parlement avait 5 ans. Donc il n'y avait pas cette coïncidence. Dans la Constitution, dans la définition du rôle du président, il y a le mot d'arbitre. Oui. L'arbitre est le garant du bon fonctionnement des institutions. Oui, et dans ces garanties. Et à partir du moment où le président veut être à la fois le président et en même temps le chef du gouvernement et l'ensemble des ministres, on viole l'esprit de la Constitution. Non, ce sont les ministres, les ministres et le Parlement qui n'ont pas joué leur rôle. Il y a ça aussi. Ma lecture, elle sera forcément en décalage avec celle de mes co-débatteurs. On essaye de caler un raisonnement rationnel sur quelque chose de totalement irrationnel. Il faudrait quand même revenir un petit peu à la genèse, si vous permettez. J'espère avoir 2 minutes. Vous avez 2-3 minutes. Merci beaucoup. Emmanuel Macron est un produit... Merci, professeur. Emmanuel Macron est un produit de l'accident de l'histoire qui, pour moi, se tient au moins en 3 dates. La première, c'est le traité constitutionnel 2005, puis 2008, Nicolas Sarkozy, qui s'assoit sur le vote des Français et qui leur explique que quand on leur... Lisbonne. Qui s'assoit sur le... constitutionnel. Traité constitutionnel, qui s'assoit quand même sur le vote des Français et qui leur dit que quand on leur demande de voter, on ne leur demande pas d'exprimer un choix, mais de voter dans le sens qu'on... Voilà, traité constitutionnel européen. Européen, oui. Et que Nicolas Sarkozy, alors que... Enfin, il y a eu 55% des Français qui ont voté non, avec un taux de 80% de participation, dans un climat de campagne où 80% de la classe politique et médiatique était pour le traité. Donc un vote... Voilà, Nicolas Sarkozy dit... passer à côté. Après, ensuite, on fait voter le Congrès. Bien sûr. Ensuite, vous avez quand même François Hollande, dont l'acte fondateur de la campagne, il faut se rappeler... Là, parce que vous allez quand même à la préhistoire. Là. Non, oui, mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre où on va. Et on a quand même François Hollande, dont l'acte fondateur de la campagne est le discours du Bourget. Mon ennemi, c'est la finance. Le TCE, les lois travail, Emmanuel Macron, banquier d'affaires, propulsé ministre des Finances, en pied de nez à Arnaud Montebourg, qui défendait bec et ongle l'industrie française, quand on voit la désindustrialisation, etc. Donc, troisième étape. Et deuxième accident. Troisième accident, c'est évidemment François Fillon.
Parce que François Fillon, tout le monde le donnait favori, et il a suffi de cette histoire de costume. Il a suffi. C'était sérieux, oui, mais bon, quand on voit que 80% des mises du gouvernement, des différents gouvernements Macron sont mis en examen, on parlait tout à l'heure de Rachida Dati. Bon, voilà. C'est pas vrai ce que vous dites. Bon, en tout cas, elle est renvoyée. Elle sera jugée au mois de... Non, mais vous voyez. C'est pas vrai ce que vous dites. Je vois pas pourquoi. Ce sont des raccourcis quand même. Bon, en tout cas, 80% à peu près des ministres. Mais oui, c'est même une condition incontournable. Non, mais là, je comprends pas Fillon. Accident de l'histoire. Ensuite, suite à ces trois accidents de l'histoire. Je regarde le chrono pour vous. Oui, merci. Suite à ces trois accidents de l'histoire qui ont dégoûté l'opinion, arrive Emmanuel Macron qui porte un discours qui est apparu aux yeux des Français comme réellement porteur d'espoir de renouveau. Et il est élu 2 fois, il faut le rappeler, face à Marine Le Pen. Donc il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Face à Marine Le Pen, c'était... Il y a eu une élection. Il n'y a pas eu de débat. Quelles que soient les circonstances, il n'y a pas eu de vote. Il y a une élection avec un gagnant et un perdant. Mais non, ce que vous dites là, c'est une négation. Alors, il n'y a pas eu de vote sur un projet politique clair. Il y a juste eu 2 votes de barrage. Non, mais il y a eu une élection. 2 votes de barrage. Il y a une élection. Il y a eu 2 votes. Ce que vous dites, ce sont des propos il y a eu une élection. qui portent à l'acte démocratique. D'accord. Alors, il y a eu 2 élections, mais qui se sont manifestées, qui se sont traduites par 2 votes de barrage, parce que les circonstances étaient exceptionnelles. Quelles que soient les circonstances, il y a eu un gagnant et un perdant. J'en terminerai par là. J'en terminerai par là. Tout simplement. Pour comprendre la situation, on essaie de caler des raisonnements rationnels sur situation irrationnelle. Tout ce que vous venez de dire est rationnel. Hein. Bah alors, ok, je vous rassure. Sauf que c'est totalement occulté dans les analyses que j'entends d'ici et là. Et moi, les meilleurs porte-parole et les meilleurs analystes de la situation dans laquelle on est, ce sont les amis d'Emmanuel Macron. Prenez ce que disait. Il faut conclure. Oui, prenez ce que disait Nicolas Sarkozy avant que Emmanuel Macron soit élu. Prenez ce que disait Gérard Darmanin avant que Emmanuel Macron soit élu. Prenez ce que disait Bruno Le Maire avant que Emmanuel Macron soit élu. Donc tous les amis d'Emmanuel Macron disaient que forcément ça finirait en catastrophe parce que Emmanuel Macron psychologiquement, n'est pas fait pour le costume de président de la République. Il disait pas psychologiquement. Le problème, c'est qu'on a cru se débarrasser, parce que je prends le mot débarrasser, péjoratif, Macron a cru se débarrasser de la confrontation droite-gauche. Alors que la confrontation droite-gauche fait partie du débat démocratique. Mais 8 ans plus tard, ça ressemble à un bluff. Et maintenant, ça ressemble à un bluff sans doute. Et en plus, comme la France n'a pas l'habitude de la coopération parlementaire, ça pose un autre problème. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je suis désolé parce que nous avons effectivement, ils ont débordé largement. Voilà, vous avez encore beaucoup de choses à dire. Si vous le souhaitez, on peut d'ailleurs... On en refera une émission. C'est tellement l'occasion de revenir sur le sujet parce que cette crise n'est pas... Le vaudeville n'est pas terminé. n'est pas terminé, malheureusement. Alors...